effectivement une tâche exaltante, mais ô combien difficile, qui m'a été proposée. Alors tout d'abord, vraiment mes remerciements pour cette journée. Il y a eu vraiment un foisonnement d'idées, de pratiques, de dimensions sur cette question du numérique et de la formation. Alors je ne suis pas une spécialiste de ce sujet, donc je m'en excuse. Je suis traversée aussi par ces questions en tant que formatrice. J'ai un rapport à la technologie très malheureux dans mon expérience parce que ça ne marche jamais. Donc tous les objets, j'ai un fluide très négatif, mais pour autant, je n'ai pas du tout de rejet. Bien au contraire, il y a un vrai intérêt aussi d'essayer de repenser la question finalement du métier, des métiers de la formation, du métier de formateur, du processus d'apprentissage au regard du coût du numérique. Alors, je ne prétends évidemment pas faire une synthèse de tout ce qui a pu se dire, juste vous proposer un regard un peu situé. Je m'intéresse particulièrement dans mes travaux de recherche à la question assez générique des modalités de transformation des univers productifs, donc de la question du changement, et la question de la technologie comme vecteur de changement en fait partie. Et puis à la question des métiers en organisation, et du coup le métier de formateur vient aussi en résonance par rapport à cette dimension-là. Alors j'avais envie de vous proposer finalement comme manière de rentrer, d'ouvrir cette journée sur d'autres interrogations, peut-être 4 idées reçues qui me semblent avoir été largement travaillées à la fois dans le numéro d'éducation permanente et dans les échanges qui se sont succédés dans la salle et sur la table ronde. Alors, première idée reçue, ce serait que le numérique serait autoporteur de transformation de la formation, ce qui repose sur une confusion entre ce qu'est un outil et un usage. On pourrait élargir le propos au-delà même du monde de la formation. C'est l'introduction du progrès technique dans le monde du travail aussi, et ça génère les mêmes fantasmes, à la fois les mêmes fascinations et les mêmes formes de rejet par rapport aux effets du progrès technique ou aux effets de la technologie sur les pratiques sociales. Alors, j'irai convoquer un collègue, Norbert Alter, qui, avec des théories sur l'innovation, nous éclaire un petit peu sur cette confusion. Alors, il distingue 2 dimensions. La première, c'est l'invention, ce qu'il nomme l'invention, qui est un potentiel, qui est un dispositif, dont font partie les technologies du numérique, par exemple, mais qui, en soi, ne fait pas innovation tant qu'il n'a pas été transformé par des usages, tant qu'il n'a pas été approprié par des acteurs qui, d'ailleurs, lui confèrent des usages qui n'étaient en général pas imaginés par les inventeurs du dispositif nouveau. En distinguant du coup ces 2 dimensions, invention et innovation, ça permet de mettre l'accent sur la question de ce qui donne du sens et de l'efficacité à des outils. Et donc les outils ne seraient pas autoporteurs en tant que tels de transformation. Ils ne le sont qu'à condition que des acteurs s'en emparent, se l'approprient et en produisent des usages nouveaux. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'inventions qui restent lettres mortes, qui sont abandonnées, qui sont des coquilles vides, et il y a à l'inverse des inventions qui deviennent des innovations qui se déploient de manière plus ou moins rapide. Le moulin à eau, c'est 1000 ans, le téléphone portable, c'est 10 ans. Alors, comment se joue ce processus-là ? Donc, il y a au départ des pionniers qui se saisissent de cette invention, comme il y a aujourd'hui des pionniers qui se sont saisis, depuis longtemps d'ailleurs, de toutes ces inventions technologiques pour pouvoir les intégrer dans leur pratique de formation. Alors, il faut bien voir que ces pionniers, ce que nous dit Norbert, c'est qu'ils transgressent un ordre social établi, c'est-à-dire que bien avant ces inventions, il y a une manière de faire qui est normalisée, qui est en tout cas instituée,
et que les pionniers qui ont un profil un peu étranger se sont friands finalement de ce qui va donner davantage de sens et d'efficacité à leur pratique, et de ce fait-là, ils vont transgresser les normes du milieu pour pouvoir se saisir de ces inventions et les transformer en usage. Il semble bien que malgré les injonctions qui sont de s'emparer de ces nouvelles technologies dans les pratiques de formation, c'est bien au niveau local qu'il faut regarder de près ce qui s'invente dans les pratiques. Et là, ce ne sont pas des réponses à des injonctions, ce sont bien souvent des désirs de pouvoir faire son métier autrement et de manière plus efficace. Ensuite, évidemment, il y a des suiveurs, c'est-à-dire que cette appropriation de ces inventions se banalise et va devenir progressivement une nouvelle norme sociale. Et on voit bien comment il serait difficile aujourd'hui de refuser de pouvoir faire des cours en ligne, de pouvoir échapper à toutes ces pratiques et ces dispositifs qui, petit à petit, deviennent une norme sociale qui s'impose finalement à tous. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est ce qui a été dit ce matin, c'est qu'effectivement, il faut regarder de près ce qui change, ce qui bouge, ce qui s'invente, ce qui se transforme. Et c'est à partir de ce niveau-là que l'on peut après essayer d'avoir un regard un peu élargi sur en quoi, au fond, ça a changé le monde de la formation. Dans cette idée reçue que le numérique transformerait la formation, ça a été à maintes fois répété, il y a l'idée qu'il y a des croyances, une idéologie, on appellera ça comme on veut, des fictions qu'on se raconte et qui permettent de comprendre pourquoi il y a cette injonction à l'implantation de ces nouvelles technologies. Au fond, ce n'est pas qu'une affaire d'outils, c'est une affaire aussi de vision du monde, de conception même de la pratique de la formation, mais bien au-delà de ça, une conception du lien social, d'un monde. Alors là, évidemment, le monde qui nous est proposé, l'utopie qui sous-tend le numérique, c'est cette utopie égalitaire dont on a parlé, d'un monde réticulaire, un monde horizontal, un monde où tout le monde est acteur, tout le monde est apprenant, tout le monde produit du savoir sous une forme gratuite, et qui s'opposerait à un monde jugé désuet, un monde verticalisé, un monde de spécialisation où il y aurait d'ailleurs des spécialistes de la formation, de la détention et de la circulation des savoirs, et qui seraient légitimes, les seuls légitimes pour pouvoir s'emparer de ces questions-là. Deuxième idée reçue, c'est que le numérique introduirait une sorte de rupture dans les modes d'apprentissage ou les dispositifs de formation. Et là, ça nous invite à concevoir qu'il y a une sorte de renversement d'une logique de l'offre de formation et une logique de réponse à des demandes de plus en plus individualisées. En tout cas, c'est ce qui serait sous-tendu par cette deuxième idée reçue. Alors là, la confusion qui me semble être à l'origine de cette idée reçue, c'est celle qui fait de la formation une unité de temps, de lieu et d'espace. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'est contingent ou structurant au processus même de formation. Alors le rapport au temps, c'est la question de la formation instituée dont on voit bien qu'elle prend des formes très différentes aujourd'hui, mais c'est aussi le temps de la formation dans le temps de la vie, avec cette idée que la formation procéderait d'un processus discontinu qui ne s'arrête pas à la formation initiale et qui se rejouerait à des périodes différentes. Et donc ce qui se joue dans cette question, cette rupture d'un temps de formation et spécialement de formation, c'est l'idée de pouvoir se former à son rythme, quand on veut, et qui invite à la personnalisation des parcours. Le rapport à l'espace, lui aussi, vole en éclats avec cette idée qu'on pourrait faire de la formation à distance et qui désacralise le temple du savoir, puisque classiquement, ce sont les apprenants qui se déplacent, qui vont dans le temple recevoir le savoir qui leur est dispensé et en repartent convertis et donc fort contents finalement de ce qui leur a été donné. Avec cette idée de la formation à distance, c'est la formation où je veux.
qui peut être chez moi, qui peut être au café, qui peut être dans n'importe quel endroit à condition de pouvoir être connecté, et qui pose la question quand même de l'isolement de l'apprenant, l'isolement face à son outil technologique, et n'étant avec la question de comment je suis relié à d'autres finalement, puisqu'on n'est pas tous dans le même lieu. Le rapport à l'action de formation, alors on passe quand même d'un modèle classique qui est déjà largement entamé depuis longtemps, d'enseignement avec l'idée d'une transmission, à des pratiques plutôt d'accompagnement des apprenants dans leur manière d'apprendre. On a même évoqué ici à plusieurs reprises cette idée de co-construction des savoirs, c'est-à-dire d'une manière de produire des savoirs par interaction avec des pairs et non pas sous une forme descendante où l'apprenant est le réceptacle du savoir du sachant. Alors cet éclatement, évidemment, elle repose quand même la question de comment est-ce qu'on peut être acteur de son parcours de formation. Alors, ça redonne la main, et ça a été dit, donc aux individus, pour pouvoir construire ce parcours-là, mais, et ça a été évoqué dernièrement, la dernière table ronde, ça le rend aussi responsable de son parcours de formation, et plus évidemment on érige l'individu comme l'entrepreneur de lui-même, et y compris de sa formation, plus évidemment ça met l'accent sur les inégalités de ressources des individus pour pouvoir véritablement réussir leur parcours de formation. Alors, il me semble que, du coup, la question, c'est comment peut-on penser à nouveau frais la sanctuarisation d'un espace-temps de formation, dont on voit bien aussi aujourd'hui à quel point il est colonisé par d'autres temps. Comment prendre du temps sur des temps qui sont déjà bien fournis et surchargés. Comment, du coup, penser la question du présentiel par rapport à la formation à distance, comment disjoindre, distinguer l'apprentissage de la performance, comment du coup ne pas enfermer dans un même temps espace et action, le travail, la formation, et du coup en amenant à des confusions où l'espace possible pour apprendre du coup se trouverait très très enserré. Il est peut-être temps de repenser aux conditions d'un espace protégé, d'un espace transitionnel où il puisse y avoir une expérimentation, une élaboration aussi de sens autour des savoirs qui sont proposés dans ces dispositifs, et de repenser aussi à nouveau frais la dimension des échanges, du lien social, c'est-à-dire qu'on apprend peut-être tout seul, mais pas sans les autres, et ces autrui, ces autres, où sont-ils et quand est-ce qu'on est en relation avec eux-mêmes. Troisième idée reçue, elle renvoie aux institutions du savoir, aux institutions de formation. En fait, le numérique percuterait ces institutions dans la revendication d'un monopole exclusif d'exercice, de production et de transmission de ces savoirs. Et ça permettrait d'éclairer à nouveau frais une certaine réticence, voire résistance collective à l'égard du numérique, là où il y a plutôt des engagements individuels dans des pratiques professionnelles. Et là, il me semble que la confusion, elle est entre le micro, la pratique, la réalité de l'activité des formateurs, et le niveau plus macro des corps professionnels et de l'institution. Et là, j'irai convoquer un autre courant de la sociologie qui serait la sociologie des professions, qui nous éclaire et qui permet de comprendre un petit peu ce paradoxe, puisque finalement cette sociologie des professions explique comment un groupe professionnel accède à une reconnaissance instituée sous la forme d'un statut professionnel. Et à ce statut est associé un monopole d'exercice du métier. Alors la figure de l'enseignant est la figure emblématique, mais on peut dire que les groupes professionnels des formateurs tentent de coller au plus près aussi de cette figure-là en termes de fermeture du marché du travail, de réserver aux seuls professionnels habilités le soin de pouvoir s'emparer, de discuter et de transformer les questions professionnelles qui les concernent. Alors évidemment, ça disqualifie toutes les autres formes de savoir produites en dehors de ces institutions
du savoir, le savoir indigène, le savoir produit dans le cadre des situations de travail, n'a pas la même valeur que le savoir qui va être dûment certifié, qualifié par des institutions légitimes de formation. Alors, si ces savoirs certifiés sont une véritable ressource de pouvoir pour ces professionnels, et ces corps professionnels sont même une sorte de propriété qui les distingue des savoirs profanes, alors on comprend bien pourquoi ils résistent, c'est-à-dire qu'ils défendent le précaré de l'exercice du périmètre de leurs compétences professionnelles, et ils défendent l'idée qu'il y aurait un bien commun supérieur dont ils seraient détenteurs, ils sont détenteurs du vrai savoir par rapport à d'autres savoirs. Alors, je force évidemment à dessein le trait, puisque finalement l'irruption progressive du numérique vient menacer, à travers cet éclatement de l'unité de temps, de lieu et d'action qui était contenu dans ces institutions, vient menacer le statut de ces savoirs certifiés en amenant, en cherchant à faire reconnaître du coup d'autres formes de savoir aussi légitimes, ou en tout cas qui ont aussi leur légitimité. Et il me semble qu'ils interviennent du coup sur fond d'une sorte de crise professionnelle qui sourd depuis un certain temps, qui n'est pas une crise nouvelle. Il n'y a qu'à voir les résistances de ce monde-là par rapport à des dispositifs tels que la valorisation des acquis de l'expérience, par exemple, comment c'est difficile pour la profession de s'en emparer, et pour comprendre que du coup, il y a probablement à réinvestir une rhétorique qui permette de répondre à cette crise de légitimité de ces groupes professionnels sur 3 plans. C'est une rhétorique qui concerne le besoin. Quels sont les besoins de formation? Ont-ils changé? Peut-on du coup imaginer que seuls ces groupes professionnels répondent de manière efficace et peuvent se permettre d'être exclusivement les seules réponses à ces besoins-là? Une rhétorique aussi autour du savoir, et peut-être de réinvestir la question de la différence entre un savoir qualifié, certifié, qui est l'apanage, l'attribut de ces institutions, au regard des savoirs expérientiels ou des savoirs collaboratifs qui ont été évoqués aujourd'hui. Et puis la question de l'exclusivité. Est-ce que ces groupes professionnels peuvent prétendre encore aujourd'hui, et à quelles conditions, à une exclusivité de ces questions autour de la production des savoirs? Et il a été évoqué à la dernière table ronde que c'est une question éminemment politique, ce qui me semble tout à fait juste. En tout cas, je rejoins tout à fait cette position-là. Alors, évidemment, ça renvoie d'autant plus la question que les critères d'évaluation ou pour saisir l'activité de ces groupes professionnels est quand même réductible encore aujourd'hui à un nombre d'heures de formation dispensées. Donc, vous voyez, le critère, il ne rend absolument pas compte de l'épaisseur du métier. Évidemment, il vient le rabattre sur une dimension d'un temps, dans un lieu, et pour y faire quelque chose, ce qui, évidemment, est tout à fait insuffisant. Dernière idée reçue, c'est cette idée que l'accès direct et illimité, l'accès direct à un savoir illimité serait un facteur qui transformerait de manière très bénéfique les modalités d'apprentissage pour tous. Et là, il me semble qu'il y a plusieurs confusions, là encore, qui sous-tend cette idée reçue qui a été battue en brèche par tous les exposés. C'est la confusion entre l'accès au savoir et l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'il y a un accès possible au savoir que cela fait apprentissage. Et ce qui a été aussi évoqué, c'est qu'il y a une sorte de prérequis qui accroît considérablement les inégalités entre individus. C'est le savoir apprendre à apprendre. Voilà, et qui est un prérequis pour pouvoir naviguer dans cette mer infinie des savoirs disponibles. La notion d'habitus cognitif a été évoquée. Deuxième confusion, c'est l'addition de savoirs disparates n'est pas la même chose que l'intégration de ces savoirs, c'est-à-dire la question de l'appropriation ou de la recombinaison de ces savoirs pour les transformer en compétences suppose un tiers
qui puisse faire à la fois lien entre l'ensemble de ces modules et qui puisse faire filtre également, c'est-à-dire voilà, soutenir la construction d'un sens dans l'ensemble de ces savoirs. Et la dernière confusion, elle est très classique, et là, elle rejoint ce qui se joue aussi en entreprise, c'est la confusion entre un savoir ou des connaissances et la compétence, qui est un savoir situé, qui est un savoir contingent et qui est un savoir qui adhère à l'action, qui suppose d'aller y voir d'un peu plus près, enfin de rapprocher les lieux de production des savoirs avec les lieux de production de ces compétences. Au fond, il n'y a rien de vraiment très nouveau, ce sont des vieilles questions professionnelles, me semble-t-il, et finalement, on peut remercier aussi le numérique de pouvoir rendre encore plus visible des impensés du métier, alors impensés non pas pour les professionnels eux-mêmes, mais pour les organisations de formation, et qui concernent la conception des modalités d'apprentissage, et notamment aussi la relation pédagogique. Et je voudrais terminer, si je peux prendre encore 2 minutes, sur peut-être du coup 2 points qui, au-delà de ces 4 idées reçues, ce que j'en retire comme compréhension de ce qui s'est dit pendant toute cette journée. Alors, c'est d'une part que l'on serait dans un contexte d'industrialisation, de la transmission et de la production des savoirs, et que le numérique est un opérateur formidable qui arrive à allier deux paramètres qui peuvent apparaître comme contradictoires. C'est de la production de masse, standardisée, et de la production flexible, c'est-à-dire qu'ils arrivent à associer ou à articuler un plus grand élargissement d'un savoir avec un périmètre beaucoup plus large, avec une individualisation des parcours et en pouvant permettre du coup des parcours plus individualisés. Donc plus de formation pour tous, avec des parcours plus individualisés, et ça, sans les technologies du numérique, on ne sait pas faire. Alors, ça remplace quoi au fond ? Ça remplace peut-être le cours magistral peut habiter, voilà, lorsqu'il n'est pas habité par celui qui le dispense, c'est-à-dire une espèce de transmission comme ça un peu mécanique des savoirs. Alors là, les technologies du numérique peuvent du coup peuvent avoir une efficacité bien plus grande que ce qu'on savait faire justement avec ces cours en amphi, où d'ailleurs des étudiants vont parfois de moins en moins. En revanche, deuxième point de conclusion, c'est l'émergence de nouveaux métiers, la reconfiguration du coup du monde de la formation et des nouveaux besoins de formation pour les formateurs eux-mêmes. Alors, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a d'abord des métiers du numérique en tant que tels, qui sont plutôt autour des contenus. On a parlé de scénaristes même, de pédagogie, qui seraient donc dédiés à la formation, et là qui supposent des compétences, des profils, qui s'appuient sur une maîtrise de ces technologies et qui peuvent du coup construire, proposer des dispositifs qui peuvent être après mobilisés par ceux qui vont dispenser la formation. Il y a des métiers qui me semblent plus centrés sur la question de l'ingénierie pédagogique, qui est un métier qui n'est pas nouveau, mais qui peut prendre peut-être une nouvelle tournure, en tout cas, qui peut montrer sa valeur ajoutée au-delà de la transmission des savoirs. Et ce serait quoi l'ingénierie pédagogique ? C'est créer un cadre structurant, puisque l'individu seul face à son désir d'apprendre dans un monde de ressources illimitées peut se sentir perdu et abandonne assez vite du coup les parcours proposés. C'est créer un cadre qui crée les conditions favorables à l'engagement dans l'apprentissage. Et là, il y a une vraie valeur ajoutée pour pouvoir penser ces conditions favorables qui peuvent intégrer du coup des dispositifs numériques comme d'autres dispositifs. Et puis, dans ces métiers-là aussi, la question, ce n'est pas juste de penser le cadre, c'est aussi de penser les conditions de validation, d'évaluation, de certification de la formation.
J'ai entendu aussi parler des métiers de la médiation. Ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est comment aider des futurs apprenants à se mouvoir dans cet océan de formation disponible et pour construire des choix de formation et pour pouvoir s'orienter. Il y a certainement des métiers de médiation qui doivent être développés en sus des métiers précédents. Et enfin, il me semble, je trouvais intéressant de terminer sur le fait qu'il y a aussi des métiers de la relation pédagogique, pas de pédagogie sans relation, c'est-à-dire de tout ce qui va concerner une interaction favorable à l'engagement de l'apprenant dans son parcours d'apprentissage. Il a été évoqué le gai savoir, la jubilation, la passion d'apprendre, qui doit être remobilisée, réactivée, redynamisée à travers une interaction entre un formateur et un apprenant, mais aussi entre les apprenants entre eux, ce qui suppose d'avoir une attention particulière pour ces profils d'apprenants pour pouvoir ajuster les dispositifs au mieux de leurs attentes et de leurs besoins. Et au final, il me semble que du coup, l'émergence de ces nouveaux métiers nous invite à repenser à nouveau frais la question de la reconnaissance et de l'institution de ces nouveaux métiers de la formation traversés par le numérique et en identifiant à travers tout ce qui a été évoqué aujourd'hui à quel point il y a des potentialités énormes de développement pour soutenir l'émancipation des individus et à quel point il y a aussi des écueils sur lesquels réfléchir pour éviter de nouvelles formes d'assujettissement de ces mêmes individus.